du Vignal se trouve à Marquet, dans le Périgord noir, à proximité de Sarlat. C'est une ferme familiale spécialisée notamment dans l'élevage des oies en plein air. Le foie gras et les conserves traditionnelles du Périgord. La visite permet de découvrir les différentes étapes de l'élevage, de voir l'atelier de transformation et d'assister à une démonstration de gavage. La visite est gratuite et se termine par une dégustation de produits de la ferme. On peut notamment y trouver du foie gras, du confit, des rillettes, du pâté, des magrets, des gésiers et différentes conserves. La ferme propose également, pendant la saison estivale, des goûters à la ferme et des casse-croûtes avec des spécialités périgourdines, notamment du foie gras, du confit, des rillettes et du gâteau aux noix. Et pour les camping-caristes, c'est particulièrement intéressant. La ferme possède une aire privée pouvant accueillir 4 camping-cars. Les emplacements sont verdoyants et le stationnement pour la nuit est gratuit, notamment pour les détenteurs de la vignette France Passion de l'année en cours ou pour ceux qui souhaitent découvrir la vie à la ferme. L'aire est ouverte toute l'année. Une aire de service se trouve à environ 500 mètres dans le village de Marquet. En résumé, c'est une petite étape authentique pour un voyage en camping-car dans le Périgord noir. On peut stationner à la ferme, découvrir l'élevage, déguster les produits et repartir avec une spécialité locale. Donc, on prend l'oie ici par les pattes, tête en bas, et c'est la machine qui va tenir pour descendre et plumer dans les rouleaux, la tête et le cou, en fait, quand ça descend, et ça s'arrête là la machine. Ça nous donne le plus facile, mais bon, ça nous évite nous de la tenir parce que sinon on s'entraîne vachement. Donc la machine tient droit, c'est plus facile. Donc une fois que l'oie remonte, comme ça on peut la redécrocher, et après on fait tourner l'oie sur les 2 ateliers. Donc tout ce qui est plus dur de ce côté-là, tout ce qui est plus facile par là. Et en fait là quand c'est en route, c'est comme 2 épilateurs, en fait ça coince le bout de la plume et ça envoie tout par terre. Et une fois qu'on a enlevé tout ça de ce côté-là, ici c'est tout pour figurer, en fait c'est que des dents en silicone qui viennent frotter le long du corps au plus propre possible. Ça prend beaucoup. Là par terre, et là il y a une caisse en dessous. Donc ça là c'est le labo qui est scindé en 2, donc ici c'est plus tout ce qui est partie découpe et l'autre côté c'est plus partie technique. Donc là c'est un peu l'été, on s'installe, mais sinon ici il n'y a que l'étable, voilà. On prend tout de suite les oies, on vient tout de suite les ouvrir. On va enlever en fait tout ce qui est autour de la carcasse, voilà. Donc tout va tenir ensemble dans une seule pièce, les oies, les cuisses, en fait ça s'appelle le manteau, quoi. Donc nous ça, on s'en occupe pas tout de suite, on met tout en chambre froide, comme ça le lendemain ça sera plus facile pour découper les oies, les formes qu'on veut, quoi. Donc au prioritaire, on va s'occuper de tout ce qui est foie. Donc tout ce qui est foie qui nous convienne, on les prend tout de suite, on les ouvre, on les déveine à la main. On va saler, poivrer, on finit tout de suite tout ça en bocal en verre, ça part en stérilisation et quand ça ressortira de stérilisation, on a du foie gras entier, quoi. Et après tous les autres foies qui nous ont pas convenu, c'est pas parce qu'elles sont pas bonnes, c'est juste une question d'esthétique ou des fois de grosseur, on sait que ça va rendre des fois trop de gras dans un bocal en verre qu'on veut pas. Donc tout cela on les met ensemble, pareil on va les déveiner, saler, poivrer. Après ça finit à la grande machine qui est là-bas à gauche. En fait c'est comme une espèce de gros blender qui va tout mouliner. On rajoute un peu d'eau, comme ça forme une pâte. La pâte finit en boîte et quand ça ressortira de stérilisation, on a du bloc de foie gras. La différence. Après, il nous reste tout ce qui est carcasse, aileron et cou. Donc ça, nous on jette pas tout ça, on s'en sert. On va tout prédécouper, on met tout dans des grands bacs avec du sel et on met tout en chambre froide toute la nuit. Comme ça, toute la viande qu'il y aura sur les os, elles auront le temps de saler, quoi. Parce qu'après, on n'assaisonne jamais dans les marmites quand on cuisine. C'est toujours fait avant. Donc première journée d'abattage, c'est fini, c'est la plus facile. Et à partir de lendemain, les journées sont plus grandes parce qu'il y a ce boulot à faire et toute la chambre froide à chaque fois. Donc à chaque fois, au fur et à mesure, les journées, ça s'agrandit au fur et à mesure. Donc là, c'est plus partie technique. Donc là, il y a les marmites, c'est là-dedans qu'on va mettre la viande, voilà, à confire. Donc on met tout dedans dans la graisse, ça va cuire une bonne grosse demi-heure, on va dire. Une fois que c'est cuit en convenance, on sort tout. Après, on met tout en boîte par famille, les ailes, les cuisses, tout ça. On remplit toutes les boîtes de graisse, on ferme les boîtes, ça part en stérilisation et quand ça ressortira, on a du confit. Après tout ce qui était carcasse, aileron, cou, tout ça, pareil, on fait tout confire là-dedans pendant bien 3 heures. Une fois que c'est bien chaud, on sort tout et là il faut racler tous les os à la main pour récupérer toute la viande qu'il y a dessus, quoi. Ouais. Donc on verse ces morceaux de viande ou alors des très gros morceaux, on recoupe au couteau et après on appelle ça nous des gratons ici, quoi. Ouais. Quand on veut plus de morceaux de viande, on va tout mouliner et on obtient la rillette. Donc après on fait tous les produits transformés, pâté, cassoulet, magret farci, cou farci, tout ce qui peut se faire. Ça, donc après ici technique, donc ici c'est toute la partie cuisson. Après vous avez derrière vous les machines pour fermer les boîtes. Au milieu c'est une sertisseuse, voilà. Donc une fois que les boîtes sont fermées, c'est étanche en gros, ça part en autoclave, on a là pour stériliser. On en a 2, comme ça en fonction des boîtes qu'on a stérilisées, des tailles ou pas, on a une soit. On va pas d'eau.
Bon, voilà, on vient de faire la visite de la ferme du Vignal. Je vais te le mettre par là. C'est voilà, il y a des oies, t'as vu. Et la nuit, ça accueille les camping-cars. Et j'ai pu me brancher en électricité pour 4 €. Voilà. Bon, forcément, c'est une ferme, tu visites, il y a une boutique, comme tu as vu. Et puis, tu payes, mais tu payes ce que tu amènes. C'est pas comme dans une aire de camping-car où tu vas payer 12 ou 18 ou 20 € et puis t'as que dalle. Alors que là, voilà, on a pris des noix, le kilo de noix pour 5 € et puis des rillettes pour les oies, là. Enfin, du produit locaux. Allez, je te laisse, on va prendre la route et on repart. Voilà, tu vois. Alors là, il y avait 2 véhicules aussi. Ah, il y a de la place. Hein. Donc, moi, je suis garé là. Ah, ben là aussi, il y avait un camping-car, ils sont partis. Puis, voilà, regarde. Je me suis levé, il y avait les oies, il y a les chevaux. Là. Et les oies qui sont au fond, là-bas. Que tu as vu. Le bâtiment, c'est des jeunes oies. Les pépères qui mangent. Voilà. Allez, on va manger nous aussi. La ferme de Turnac est une exploitation familiale située à Dôme, dans le Périgord noir, assez proche de Sarlat. Elle est particulièrement connue pour 2 productions emblématiques de la région, le foie gras d'oie et de canard et la noix. La ferme a été créée en 1967 par les grands-parents de l'actuelle famille exploitante, Pierre et Marie-Louise. Les premiers noyers ont été plantés cette année-là. L'élevage d'oies et de canards a commencé en 1964, puis la fabrication de foie gras et de conserves en 1980. La génération actuelle, Sylvain et son épouse Virginie, a repris le flambeau en 2012. L'exploitation possède aujourd'hui environ 52 hectares de noyers, cultivés selon les règles de l'agriculture biologique. La ferme indique être passée en conversion bio à partir de 2010. Ce qu'on y produit, on trouve notamment foie gras d'oie et de canard, confit, magret, rillettes et pâtés, plats cuisinés et conserves, noix en coque et cerneau, huile de noix, farine de noix et autres produits dérivés. La particularité intéressante est que la famille affirme maîtriser l'ensemble de la chaîne, de l'élevage jusqu'à la transformation et au conditionnement, avec une vente directe à la ferme. On peut visiter la ferme. C'est probablement ce qui rend Turnac plus intéressante qu'une simple boutique de produits régionaux. La visite permet de découvrir la noyeraie de 52 hectares, l'élevage,
le gavage et l'atelier de transformation, puis se termine traditionnellement par une dégustation. Les organismes touristiques du Périgord annoncent une durée d'environ 1h30 à 2h. La ferme est également adhérente de Bienvenue à la ferme et accueille les camping-cars. Une petite anecdote. L'histoire de la Noailles a connu un épisode assez spectaculaire. Lors de la tempête de 1989, environ 4000 des 6000 noyers en production ont été arrachés. La famille a ensuite reconstitué progressivement le verger entre 2000 et 2004. La visite permet de voir ce qu'il y a derrière les produits que l'on trouve habituellement dans les boutiques touristiques. Le site officiel indique actuellement une ouverture de la boutique d'avril à septembre. La ferme de Turnac accueille également les camping-caristes toute l'année. Une aire de stationnement est aménagée directement sur l'exploitation avec des services pratiques comme la vidange des eaux usées et l'approvisionnement en eau. C'est donc une étape intéressante pour les voyageurs en camping-car qui souhaitent découvrir les produits de la ferme, visiter l'exploitation et profiter de la proximité de la Dordogne. Ils sont trop doux. Il te commence déjà à grignoter les doigts, là, t'as acheté. Maman. Je crois que Camille, elle a trouvé son animal de compagnie. Qu'est-ce que tu fais? Direct dans la main. T'aimes pas trop les caresses, toi? Ben ouais. Visite du château de Castelnau. Le château de Castelnau se trouve en Périgord noir, dans la vallée de la Dordogne, à environ 9 km au sud de Sarlat. Perché à 150 mètres au-dessus de la vallée, il offre un panorama remarquable sur les paysages du Périgord et constitue l'un des grands châteaux forts de la région. La forteresse possède plus de 8 siècles d'histoire. Ses origines remontent au début du XIIIe siècle et elle a notamment été impliquée dans la croisade albigeoise, avant de connaître les grands conflits qui ont marqué le Moyen-Âge et les siècles suivants. Après une longue période d'abandon, le château a été restauré et accueille aujourd'hui le musée de la guerre au Moyen-Âge. La visite permet de découvrir les différentes parties du château, depuis les salles intérieures jusqu'au chemin de ronde. Maintenant, c'est ascenseur. Hein. Non, mais non. Ah oui, quand même. Il n'y a pas d'ascenseur. Oh putain. Là, le truc, c'est plus personne. Je vais monter à 4 pattes bientôt. Si ça continue. La dette. Putain. J'espère que ça Le va musée encore. présente une collection de plus de 300 armes et armures authentiques provenant de toute l'Europe. De l'époque. Des maquettes, des bandes interactives et des supports audiovisuels rendent la découverte particulièrement vivante. L'un des points forts de la visite se trouve à l'extérieur. Plusieurs grandes machines de siège médiéval ont été reconstituées à taille réelle ou à grande échelle, notamment des trébuchets, des mangonneaux et une bombarde. En été 2026, des démonstrations de tir au trébuchet et de forge permettent même de mieux comprendre les techniques utilisées au Moyen-Âge. La visite est donc particulièrement intéressante pour les familles, car elle ne se limite pas à observer des pierres ou des objets anciens. Les animations permettent de comprendre concrètement
comment fonctionnait un château fort, comment on l'attaquait et comment ses défenseurs pouvaient résister. Non mais là... Attends, regarde ça. Tout ce qu'on a monté là. Putain. Il y en a encore un autre là. Non. Ça va, ils sont moins costauds. Ça c'est la latrine. Pour chier. Putain, moi, ça me fait voir. Allez. Il faut compter environ 1 heure à 1 heure et demie pour la visite libre. Davantage si l'on participe aux visites guidées et aux animations. En période de vacances, on peut facilement y consacrer une demi-journée. C'est mieux que rien. Ouais. Attends, faut grimper là encore, tu vois. Derrière, là. Il y a jusqu'en haut là. Non mais... Ils veulent me faire crever. Allez. Voilà. Attends. Je fais. Hop. Bon, on n'est pas tout en haut encore. Il y a là-haut. Allez, sens de la visite, c'est par là. Ouais, ça c'est la sortie, c'est la fin. Nous, le parking, il est là-bas. Attends, il est là-bas. Alors, il faut descendre pour après remonter. C'est magnifique. Alors, on va commencer par là. Les fresques sur les murs. Alors, Julius César, comme ça. David P, Alexandre, Hector de Grove, Artus Roy et Abarthémène. Je connais pas. On connaît au bataillon tout ça. Alors je vais te montrer les latrines. Les chaises où tu faisais caca. Et voilà. Tu levais ça. Et tu pouvais... Allez, on continue. Même le cheval, il a une armure. Le pauvre. Mais il fallait pas qu'il y ait un coup d'orage. Il fallait pas avoir de l'orage. Et l'autre, il y a même des boules de protégés. Mon Dieu. Mettre le feu va aller au château. On vient de faire au château, toi. Un canon. Après le frais. Je peux ajouter? Le frais. En résumé, Castelnau est une visite à recommander pour découvrir le Moyen-Âge de façon très concrète et ludique. Son intérêt tient autant à son architecture et à son histoire qu'à ses collections, ses machines de guerre et surtout au magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. C'est un site qui convient aussi bien aux passionnés d'histoire qu'aux familles qui souhaitent associer patrimoine, paix, spectacle et découverte. Ça a chopé la rouille. Alors, oh putain. Oh les couillots. On arrive sur un champ de bataille. Le château et le village. Donc on verra mieux de l'autre côté. Castelnau entend gronder au loin la puissante armée. De quoi, là? La garde du château lui a été confiée Ouais. au riche seigneur non pas de Comont, fidèle aux Anglais. Il faut dire que le château Sûrement des latrines aussi. aux compagnies anglaises de Ouais, c'est ça. Regarde, latrine.
incendies et rats. On voit rien. Son lourd chariot, comme une plainte, transportant les bois de charpente des machines de guerre jusqu'aux murailles du château, il laisse peu d'espoir de résister. Avec sa compagnie, il va repousser les assauts et subir les tirs des trébuchets livrés par la ville de Sarlat pendant 3 semaines. 3 longues semaines dont le prix est lourd pour les Français aussi, les moyens déployés pour le siège étant fort coûteux. Bientôt, les Français seront prêts à négocier le prix du rachat du château, 400 écus, l'équivalent de 10 jours de siège, en échange de quoi Pascal Butel embrasse. Castelnau aux mains des Français, le frère de Montparle Coumont, Andely, va alors changer de camp et s'en faire attribuer les seigneuries par le roi de Charles. Je crois que là, on est le plus haut. Voilà. Ah bah, il y a un forgeron en bas. Ouais. Il y a plein d'accès. Le jardin, Ah ça. La vue. Voilà, puis on était là-bas tout à l'heure. Le village de la montagne. Là-bas aussi, c'est pas mal. C'est tout. Il y a une porte là. Putain, c'est lourd. Il fallait en vouloir pour porter ça. Oui. Oui. Et derrière, il y a un sanglier. Le sanglier, c'est le bête. Un mouton, un cheval, un phénix, et pas de ça. Oscar, bouge pas.
voulez prendre votre bain? Non, on peut pas, c'est interdit. Bon, mon cheveu, ça. Tu vois, du sanglier, du faisan, du lièvre, des cailles, Ouais. C'était la cuisine. Que des ateliers. Atelier de la forge. Journée entière sera nécessaire pour obtenir le gabarit de la pièce. C'est quoi qui fait? Alors, en fait, ça permet de mélanger les aciers, enfin l'acier et le fer. Ce soit plus résistant. Allez, on continue. Le truc, moi je rentre pas là. De quoi? Vu la largeur, moi je rentre Tu pas. rentres. Non, Mais tu rentres bien dans la douche et les toilettes qui sont beaucoup plus larges. là je vais étouffer. Ah oui, d'accord, mais tu rentres. Oui, je veux pas filmer, je vais. On était là-haut. Ouais, c'est une pièce. Ouais, on passe où? Là ou là? Et c'est quoi? C'est pareil, non? Là-bas, il y a le forgeron. Tu veux un conseil? Si tu pars visiter des trucs, pars pas avec des jeunes. Parce qu'elles auront ta peau. Putain, j'en peux plus. À grimper, descendre, monter, redescendre, remonter, redescendre. C'est infernal. Allez, on va voir le forgeron. Tu vois? Une catapulte qui est envoyée par là-bas. Là-haut, pareil. Pour aller en haut, il faut grimper ici, là. Même pas en rêve, moi j'arrête là. Ouais. Camille, tu vas aller là-haut? Voilà, là je monte plus. Donc là, on a terminé le corps du clou. Maintenant, on va s'occuper de la tête. Alors, on va décrocher ce clou de la barre à l'aide du tranché d'enclume. On va réaliser la tête dans cet outil. Là, c'est une cloutière à main. Donc, on va loger le clou dans la matrice. Et la petite enclume va permettre de réaliser la tête. Alors là, il faut savoir que le soufflet, c'est pas un si gros ça. Ça, c'est un petit soufflet de transport, donc c'est des forges qui sont déplaçables, qui prennent pas beaucoup de place. Bon, ça, c'est un soufflet qui est un peu plus tardif que le Moyen-Âge. Le premier soufflet à double chambre, c'est le 16e, la fin 16e. Mais on a des soufflets qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres de diamètre. 4 mètres. 4 mètres, ça fait. Allez, on vient décrocher le clou. On garde juste assez de matière pour la tête. On décroche ça dans la cloutière et on recoule la matière sur elle-même pour former la tête de notre clou. On refroidit tout ça dans le baquet d'eau, on va contourner de la matière à chaud. Cette matière se rétracte pour bien vouloir sortir du moule. On a la tête, on a le corps, on a terminé le clou. À savoir qu'une forge au Moyen-Âge, des clous comme ça sur la journée, ça en fait 1000 à 1500. Alors on ne travaille pas tout à fait de la même façon que je viens de faire. Moi j'ai fait étape par étape, je suis tout seul. Vous imaginez qu'à la forge, il y a le chauffeur déjà, donc on est 4-5 apprentis avec un maître de forge. On a le chauffeur qui va chauffer des barres toute la journée dans le foyer de la forge, des barres par dizaines. Il va présenter les barres chaudes aux batteurs, ils sont 2 voire 3, et en masse, à la masse, en rythme, ils vont étirer très rapidement les corps des clous.
Derrière, on va couper. Donc, moi, je fais attention, vous êtes en face quand je coupe, donc je fais un gros pointillé que je décroche. Mais vous imaginez que le batteur qui va couper, avec un gros maillet en bois, il va taper une fois, voire deux fois sur le clou qui est très chaud. Le clou va tomber par terre. En face, on a un mur. S'il tape, c'est pas grave. On le ramasse et on le met dans un banc de cloutage. Donc, on a comme la cloutière, mais sauf qu'on a une barre avec une dizaine de trous. On met tous les clous qu'on a coupés. À la masse, on vient taper 4-5 fois dessus. Et du coup, on a fait toutes les têtes. On jette un grand baquet d'eau. Et donc, derrière ça, on n'aura plus qu'à récupérer les clous qu'on a fabriqués. On tape au cul des clous, ils tombent dans une caisse qu'on a mis dedans. C'est comme ça qu'on peut fabriquer les. Alors, ce clou, il est terminé. Il part chez le menuisier. Moi, je vais me servir de la tête de mon clou pour vous montrer comment on peut dessiner dans l'acier. On va venir écraser un peu plus la tête pour avoir plus de place et je vais venir faire un petit dessin. Alors ce que je fais par la suite, on ne le fait pas sur les clous au Moyen-Âge. Moi je me sers d'un clou pour vous montrer comment on peut dessiner dans la matière. Donc là, on a le tranché, donc je vais avoir besoin du tranché. On a le burin ici. Là. Et j'ai besoin de... Alors là, concrètement, je travaille qu'avec des petits marteaux d'1 kilo. Donc on n'a pas vraiment de gros marteaux là. Enfin moi, en tout cas. On peut travailler avec des marteaux qui vont jusqu'à 7 kg. Alors vous imaginez, 7 fois ça. Moi je suis pas très fan de ça. Là en animation, je travaille qu'avec des marteaux d'1 kilo déjà parce que je travaille que de l'acier doux. Je travaille pas des grosses sections, donc j'ai pas d'intérêt à avoir des marteaux énormes. Donc c'est juste pour économiser un peu les bras. Donc là avec les différents burins que j'ai préparés, on va venir réaliser un petit dessin, un petit motif. On va mettre le blanc sur la main. Allez, donc on agrandit la feuille de dessin. Allez, donc on agrandit la feuille de dessin. Commencer notre petit motif. On va commencer déjà par découper notre cercle en 6. On va prédécouper le cercle en 6. Donc ça c'est pour faire un repère. Notre prédécoupage, on va pouvoir continuer le petit dessin. Donc on remonte en température. Allez, donc là on va marquer le cœur de notre fleur. Avec le burin à trancher, on vient finir de faire les pétales. Avec l'autre burin à trancher, on va mettre un peu de détail sur nos pétales.
marteau, on va prendre le marteau gauche et on va venir finir de sortir nos pétales. Quelques coups de burin et quelques coups de marteau pour le petit dessin. Donc là, on est venu faire le dessin, maintenant on va venir faire le coloriage. On va venir faire... Merci beaucoup. On va venir faire le coloriage de la matière. On va venir faire un dépôt de matière à chaud. Le dépôt de matière à chaud, on va utiliser la technique de la migration à chaud. Jusqu'au 19e siècle, l'acier, on doit le protéger. Bon, après le 19e siècle, on aura l'acier inoxydable avec le chrome dedans. Et avant ça, on protège l'acier. Alors, sur les portails, sur les ferronneries, on viendra déposer en général de la cire ou de la graisse. Sur les ustensiles de cuisine, du cuivre ou de l'étain. Sur les tôles des bateaux, ce sera du bronze ou ce sera du laiton. Là, en l'occurrence, je vais venir déposer du bronze. Donc, on va frotter la brosse en bronze sur la tête du cou. Et le bronze va venir se fixer sur l'acier. Alors c'est de la poussière de bronze qui va se fixer, c'est ce qui va se décrocher de la brosse qui va venir s'attacher à l'acier chaud. En frottant, je casse de la poussière de bronze, la micro-poussière, et c'est elle qui se colle à l'acier. Et donc voilà comment faire. Si vous avez des questions sur les fleurs bronzées, pas trop, mais sur la forge, sur le Moyen-Âge, sur l'histoire, sur Château-de-Castelnau, messieurs, dames, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. On essaye de varier les plaisirs, hein, c'est une question de santé mentale après. Ouais, après j'ai fait le couteau. Le poisson, il est bien fait. Non, c'est en fonction des fleurs. Surtout la fleur. Des gradins. Des gradins. Oh. Bon, allez, on a fini. On va se rentrer. Et alors, madame, quelle est votre impression? Il fait chaud. Ouais. Il tente de rentrer pour prendre une douche. Carrément. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Peut-être manger une deuxième glace. Un granité. Voilà. Si, c'est bon, un granité. Non, pas de chez l'autre. Non, l'autre en bas, là où on était. Oui. C'est le coca ou l'autre, le bleu, là? Le bleu, je sais pas, je connais pas. C'est Schtroumpf. Ah ouais? Ouais. Voilà. On va voir la langue bleue. On va manger un granité. Allez, on se reprend après. Selon les dires de notre maître artilleur, le dergoulet peut peser jusqu'à 300 kg et parcourir plus de 200 mètres. Nous certainement avec cette machine qui n'est qu'une représentation à l'échelle entière de celle sur le bastion. À noter également que de tels engins ont un pouvoir d'intimidation extrêmement efficace, puisqu'il s'agit parfois de simplement les ériger devant les murs assiégés pour que les portes s'ouvrent. Mais ici, pour votre plus grand plaisir, je vais effectuer le tir. Pour cela, il me suffit de saisir la corde qui prolonge la goupille et de la retirer. Défendez la corde, vous faites le point au bout des doigts. Je vous invite à reculer, s'il vous plaît. Et maintenant, j'attends votre signal. 3, 2, 1, tirez. Avant d'effectuer le tir. À vous. 3,
2, 1, tirez. Cette démonstration est donc terminée. Si vous n'avez point de questions, je vous invite à parfaire votre formation au sein de notre castel. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, et là on vient de rentrer et on est à l'apéro. Un petit blanc. Tu vois? Bonjour, êtes-vous disponible pour du babysitting régulier à partir de septembre? Avec les filles. C'est intéressant. Bon, ce soir on dort la ferme de Turnac. On va installer le camping-car. Là Camille a décidé de partir ailleurs parce que on est à côté des vidanges des eaux grises. Donc ouais. Elle n'a pas voulu se faire chier. Et puis il y a une espèce de noyer là, elle est allergique. Donc elle peut pas rester, elle va aller se garer plus loin là-bas. Ouais. Voilà, je te montre. Je vais te tourner. Voilà, tu vois. Tout ça c'est la ferme. Alors Camille elle est partie là-bas. Donc il y a des camping-cars. Ils s'en vont demain matin. Puis derrière là-bas, bon je te montrerai tout ça demain matin. Moi j'ai installé le camping-car avec le haut vent. Et j'ai mis mes toiles. Pour pas qu'on soit trop embêté, tu vois. Mais c'est parfait. Bon, à part les bestioles là qui viennent, là, j'aurais pu en mettre là aussi pour fermer. Mais c'est nickel. Donc voilà, pour ce soir, ça va le faire. Demain, on rentre. Demain, c'est samedi. Donc, on rentre à la maison. Mais je te montrerai demain comment c'est ici à la ferme. C'est gratuit en plus. Allez, bonne nuit. Le vent sur la route chante pour moi. Il me guide là où je crois. Avec mes amis, ma famille, ma voix. Partager ces moments que rien n'effacera. Une caméra éclaire mon petit monde. Sur ma chaîne, les souvenirs abondent. De la lumière dans les yeux qui regardent. De l'amour caché dans chaque regard. Une étoile me guide, douce lueur. Dans les nuits paisibles sans heurts. Chaque vidéo partage un bonheur. Pour mes proches du fond du cœur. Le vent sur la route chante pour moi. Il me guide là où je crois. Avec mes amis, ma famille, ma voix. Avec des rêves simples dans le creux de mes mains. Le vent sur la route chante pour moi. Il me guide là où je crois. Avec mes amis, ma famille, ma voix. Partager ces moments que rien n'effacera. Le vent sur la route chante pour moi. Il me guide là où je crois. Avec mes amis, ma famille, ma voix. Partager ces moments que rien n'effacera. Bien, salut. Eh bien, comme tu peux le voir, on est revenu, on est rentré. Ah. Ouais, il y a du soleil, il fait très chaud. Donc là, on est rentré. On est rentré hier, samedi, on est dimanche. Je vais te montrer maintenant les petits détails qu'il va falloir que je règle. Parce qu'on est parti 4 jours dans le Périgord. Je vais t'expliquer ce que je vais faire. Voilà, donc déjà, avant de rentrer dans le camping-car, j'ai reçu les pneus que j'ai commandés sur allopneus.com. Je les ai reçus. Il n'y a plus qu'à les changer et à faire un décalaminage pour la pollution pour le repasser au contrôle technique. Voilà, toi tu t'en vas. Après ici, alors c'est bien oui et non, mais c'est de la merde. Bon, tu vas me dire, cette espèce de moustiquaire ridicule, je l'ai acheté à
À Action, ça m'a coûté 2 €, mais c'est de la merde. Donc sur Temu, j'ai commandé le rideau, tu sais, la chenille. Voilà, j'ai payé ça 26 €. Ça sera mieux que ça parce que ça, c'est horrible. C'est horrible. Ensuite, on va dedans. Ouah. Tu vois ce que je te disais, ce que j'avais pris pour les pieds pour mettre les pieds du Storban. Eh bien, il rentre pas dedans. Alors c'est simple, je vais couper, là, limer, pour les poser dessus. Parce que là, ça c'est trop petit. Ceux que j'ai, moi, les pieds de mon Storban sont sont plus grands que ça. Voilà. Après, ça là, ces saloperies là, qui sert à rien. C'est bon. J'avais acheté ça 5 €, pareil chez Action. Donc ça va dégager. Oui, le rideau, j'avais acheté chez Action aussi. Tu vois, mais bon. Il n'y a rien qui tient, c'est de la connerie. À chaque fois que tu montes, tu descends, tu arraches tout. C'est ridicule. Voilà, je te le déconseille. Après, je prends, j'achète et je te dis, une fois que j'ai essayé, si c'est valable ou pas. Et ça, c'est pas valable. Pas pour un camping-car. Voilà. Faut faire autre chose. Donc ici, comme je t'ai montré, ça, il y en avait un ici, je l'ai sorti parce que ça servait à rien. Donc tu vois, en plus, je vais te montrer, c'est aimanté. Voilà. Donc ça tient. Donc je vais le décoller et après, avec de l'essence EF, t'enlèves les traces. Donc j'ai celui-là. Et celui-là au fond là-bas. Là. Là, tu vois. Là, ici. À virer. Ensuite, donc déjà, on va vider toutes les merdes des placards, là, tu vois, parce que tout ça, là, c'est uniquement pour le bricolage. Là, c'est pareil. Donc, ça sert à rien de partir en road trip avec toutes ces merdes. Donc, tout ça, ça va dégager. De manière à ce qu'on puisse mettre vraiment nos affaires à l'intérieur et garder ce qu'on a besoin uniquement. Et faire mes supports d'étagère, les renforcer parce que là, ça, c'est pas bon. Ça se casse la gueule. Voilà. Bon, pour l'instant, la vidéo, elle s'arrête là pour toi. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Parcourir les grandes plaines à bord de mon camping-car Mustang. Le vent souffle fort, la route est longue, mais l'aventure m'attend, je suis prête à la vivre. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres. Fangio au vent des Mustangs, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Les kilomètres défilent, le soleil se couche, le ciel s'embrasse de couleurs chaudes. Je m'arrête pour la nuit sous les étoiles et je rêve de victoire et de gloire. Je vole